L'orateur suivant est Rodolphe Burgade, qui va nous présenter utilisation de la modélisation et de l'impression 3D comme simulateur pédagogique en chirurgie traumatologique du bassin. Rodolphe, c'est à vous. Bonjour, alors, je vais essayer de partager mon écran. Tac, tac, tac. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez le diaporama? Pas pour l'instant, monsieur. Pas encore. D'accord. Vous avez bien sélectionné votre PowerPoint après le partage d'écran? Alors, j'ai cliqué sur partage d'écran. Il me demande Desktop 1, tableau blanc, iPhone, Microsoft PowerPoint avec un petit point. Est-ce que vous avez mis votre PowerPoint sur le bureau au préalable? Oui, je l'ai mis Est-ce en… que vous l'avez ouvert? Oui, oui. Alors, refaites un partage d'écran, s'il vous plaît. Tac, alors, hop. En bas à droite, cliquez. Et après, oui, vous sélectionnez votre présentation et vous cliquez en bas à droite, partager l'écran. Il me dit ouvrir préférences système. Ça veut dire que vous n'avez pas au préalable, vous n'avez pas installé Zoom sur cette machine? Si, normalement ça fonctionne. Excusez-moi, partager, sinon, lorsque vous avez appuyé sur partager l'écran, qui est la petite flèche jaune en bas, vous avez vu la fenêtre s'ouvrir avec, vous avez cité Desktop 1, etc. Oui. Vous allez pouvoir, voilà, J'ai parfait. réussi. Lancez le diaporama. Je vais essayer de le mettre en… Voilà. Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait. Parfait. Ok, excusez-moi. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour monsieur le président, chers maîtres et modérateurs, je m'appelle Rodolphe Burgade, je suis un des internes en chirurgie orthopédique au CHU de Tours. Je suis très honoré évidemment de pouvoir vous présenter mon travail à l'Académie de chirurgie qui s'intitule donc Utilisation de la modélisation et de l'impression 3D comme simulateur pédagogique en chirurgie traumatologique du bassin. Alors tout d'abord, bien, les fractures du bassin sont des pathologies graves et bien évidemment qui touchent environ 20 000 personnes chaque année en France et dont le taux de mortalité peut quand même monter jusqu'à 3%. Ce sont des fractures qui sont causées la plupart du temps par des accidents de la circulation, dans plus de 2 tiers des cas, la plupart des temps chez des malades jeunes, polytraumatisés qui ont autour de 40 ans. Alors, pronostic fonctionnel de la marche, il est mis en cause surtout pour les fractures qui touchent l'acétabulum. C'est une fracture qui touche l'articulation coxo-fémorale et dont le moindre déplacement, on dit dès 3 mm, et bien cela entraînera forcément une arthrose coxo-fémorale qui va handicaper ces malades jeunes. Donc, cette exigence de réduction millimétrique associée au risque hémorragique et neurologique, le nerf sciatique, le nerf fémoral, chez des malades en plus polytraumatisés, eh bien, rend cette chirurgie du bassin particulièrement délicate, comme chez ce malade, par exemple, âgé d'une quarantaine d'années, qui était atteint d'une fracture bicolone de l'acétabulum droit qu'on a opéré à Tours et pour l'intervention, pour laquelle cette intervention a duré plus de 9 heures. Et c'est compliqué d'un sepsis, bien évidemment. Le malade a dû être transfusé. Voilà. Pour l'anecdote, il s'agit du conducteur du camion que vous avez vu juste avant sur la photographie. Alors, une des manières d'améliorer cette prise en charge chirurgicale, qui est quand même assez difficile et risquée, eh bien, serait d'augmenter artificiellement l'expérience du chirurgien. En l'occurrence, moi et puis un des chefs de clinique, on n'était que 2 sur cette intervention. Et le but, ce serait de diminuer le temps opératoire par la simulation, et bien comme le ferait un pilote d'avion ou un spationaute. Alors pour cela, nous avons voulu fabriquer un simulateur de chirurgie, alors non pas un jouet, mais quelque chose qui offrirait la possibilité d'avoir quelque chose en 3D, que ce soit issu vraiment d'un malade, que ce ne soit pas une maquette juste de démonstration, qu'il puisse y avoir la possibilité de voir le bassin à travers plusieurs voies d'abord, et en utilisant l'imagerie tomodensitométrique du malade pour augmenter la réalité. Alors, on a utilisé quelque chose de simple. Je ne suis pas un féru d'informatique, donc je décris que des méthodes qui étaient simples. On a utilisé les imageries scanners en coupe exportées du système PAX, qui sont dans les centres hospitaliers universitaires. On a exporté ces images au format de DICOM. Et on a utilisé donc les coupes scanographiques en fenêtre osseuse, les coupes préopératoires où il y avait la fracture, et les coupes post-opératoires pour pouvoir céder de la réduction en considérant que le scanner post-opératoire, c'était la réduction qui était acceptée. Donc, on a utilisé un logiciel gratuit pour pouvoir lire ces images. C'est le logiciel Oros, c'est une version gratuite du logiciel Osirix. Pour ceux qui connaissent, il y a des logiciels assez simples, assez connus et encore une fois gratuits. On a pu créer un premier modèle en 3D en exportant des fichiers avec une reconstruction surfacique. Ce sont des fichiers bruts avec beaucoup d'artefacts. On a pu exporter donc, les vaisseaux, c'était des angioscanners. Donc, on a pu exporter les vaisseaux, le tissu osseux et puis les reconstituer dans un autre logiciel gratuit qui s'appelle MeshMixer. Cette fois-ci, c'est un logiciel de modélisation où on va modéliser ces reconstructions surfaciques pour en créer des objets. Ici, par exemple, on a lissé donc, les os du bassin. On a pu modéliser la vessie et l'urètre, puisqu'il y avait eu un sondage. Le malade n'avait pas eu de lésion urétrale, il avait uriné par les voies naturelles. On a pu modéliser le cordon spermatique, puisqu'on le verra tout à l'heure, mais c'était un élément
pour les voies d'abord, les vaisseaux bien évidemment, et puis les plaques qui avaient été mises en place d'après scanner post-opératoire qu'on a pu modéliser. Alors, une fois qu'on avait eu tous ces objets qui étaient modélisés en 3D, on les a passés dans un dernier logiciel, donc 3 logiciels. Le logiciel Cura, qui est un logiciel qui permet de transformer un objet en 3D en une sorte de fichier, on appelle ça le fichier G-code, qui va permettre de piloter une imprimante 3D. On a pu donc utiliser une imprimante 3D à dépôt de fil fondu, c'est ce que vous voyez sur la petite vidéo à droite. C'est très classique, j'avais acheté une imprimante 3D autour de 200 €, sinon c'était très facile à utiliser. On a utilisé cette imprimante qui imprimait avec une précision de 0,2 mm en utilisant un filament de PLA, c'est un dérivé de l'amidon de maïs, qui permettait de créer des petits objets comme ceci, qui étaient relativement solides. On a pu les imprimer facilement. Pour la peau, on a imprimé en solide le revêtement cutané à partir du scanner et on a créé un moule négatif en plâtre et on l'a coulé en latex pour pouvoir avoir la peau qui est un revêtement mou qui soit beaucoup plus réaliste. On a fait la même technique pour faire la vessie qu'on a vu tout à l'heure. On a utilisé 2 coques en 3D qui étaient négatifs. On a coulé du latex liquide pour avoir la vessie qui soit molle puisque pendant l'opération, elle avait été réclinée pendant les voies d'abord. Cette méthode a été utilisée également pour mouler le muscle psoas iliaque et puis la paroi musculaire, après avoir mélangé avec de la peinture acrylique rose pour plus de réalisme. Alors, après 39 heures et 48 minutes d'impression cumulée suivie de 2 heures d'assemblage, on a permis de réaliser une première maquette qui comprenait 33 objets qui étaient tous imprimés aux bonnes proportions et d'après les scanners du malade. Donc, c'était vraiment anatomique. Les fragments des fractures étaient reliés par des petits fils de fer pour qu'ils puissent être mobilisables. On a pu obtenir cette maquette. C'était une maquette à l'échelle 1,5. Donc, vous voyez le revêtement dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un revêtement cutané souple qu'on a pu avoir. Vous avez l'ombilic du malade. Enfin, tous les repères cutanés et les repères osseux étaient en dessous. On a permis que ce soit le plus réaliste possible. On avait 6 modèles réduits de plaques d'ostéosynthèse qui étaient comme ceci, qui pouvaient être placés et qui permettraient de réduire les fragments conformément à l'imagerie post-opératoire. Alors, 5 installations étaient possibles pour faire les 3 voies d'abord. On a choisi les 3 voies d'abord les plus communes pour le Cotil, une voie de Kocher-Langenbeck postérieure, une voie latérale de Dana-Mears et puis une voie antérieure ilio-inguinale décrite par M. Le Tournel. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un socle sur le côté de la maquette qui permettait de la positionner donc en décubitus ventral, en décubitus latéral et en décubitus dorsal pour pouvoir faire les 3 voies d'abord. Donc, voir dans les 3 dimensions de l'espace des structures en 3D puisque le malade est mis en décubitus en fonction de l'opération. Pour la voie ilio-inguinale, on avait les structures qui étaient représentées. On a une dissection cadavérique ici de la même voie d'abord. On pouvait voir la fenêtre avec l'artère iliaque externe, le cordon spermatique et le muscle psoas. On pouvait récliner le muscle psoas puisqu'il était coulé en latex et pour pouvoir poser les petites plaques d'ostéosynthèse exactement comme elles avaient été posées lors de l'opération. La vessie était représentée avec l'espace rétropubien de Rhésus également. Pour la voie de Kocher-Langenbeck, on mettait la maquette en décubitus ventral. La peau était incisée. On pouvait ouvrir le revêtement musculaire s'il s'agit du muscle grand fessier. C'est exactement la même forme que celui qui était lorsque le malade a passé le scanner. Et on avait accès à la grande échancrure et puis au cotyle. La face postérieure, on voit les petits fils de fer qui permettent de maintenir exactement les vrais fragments comme ils étaient. Et on a une vision ici cadavérique comparée. Les plaques pouvaient être positionnées par cette voie d'abord. Alors, les trous des plaques étaient déjà prévus pour juste les remettre, pour pouvoir un peu faire un premier prototype de démonstration. Mais l'idée, ce serait par exemple de s'entraîner à les percer et les réduire. Enfin, la voie latérale de Dana-Mears permettait de faire une trochantérotomie. Ici, on voit le moyen fessier qui pouvait être récliné et avec un trochantère qui était amovible par des petits clips pour pouvoir avoir accès à la fosse iliaque externe et pouvoir mettre une petite plaque exactement comme on l'a. Alors, en discussion, cette maquette a bien évidemment des limites. C'est quelque chose de très artisanal, pas forcément très scientifique. En revanche, c'était quand même très intéressant à faire anatomiquement. Et c'était quand même, il faut l'avouer, assez chronophage. Il y en a pour une bonne semaine de travail et un peu de bricolage.
Le gros souci, eh bien, c'était l'absence de nerfs, on l'a vu, qui n'ont pas été représentés sur cette maquette. En revanche, on peut arriver à le segmenter, par exemple le nerf sciatique, à segmenter coupe par coupe. On commence à maîtriser la technique, mais c'était le point négatif de cette maquette. L'avantage principal, c'est de représenter l'anatomie réelle dans les bonnes proportions du malade, avec une certaine pathologie qui est grave, les fractures du bassin, et de pouvoir bien toucher à l'intérieur et voir comment c'est fait. Cela a permis un débriefing avec les opérateurs, puisque j'avais été présent sur cette intervention. Donc, on a pu revivre l'intervention, faire est-ce qu'on a bien fait cette voie d'abord, est-ce qu'on a bien fait de réduire ce fragment en premier. Ça, c'était très intéressant de pouvoir bien avoir tout le temps qu'on voulait, puisqu'on a l'impression de retourner au bloc opératoire avec cette maquette. Donc, ça, c'était quand même l'élément le plus important. Enfin, eh bien, c'est un élément pédagogique majeur. Tout à l'heure, on a parlé de la pédagogie. On pourrait très bien imaginer imprimer cette maquette à l'échelle réelle. Je commence déjà à le faire, mais c'est assez long. Et on pourrait avoir un simulateur universel à taille réelle qui comprendrait d'autres pathologies sur des organes intra-abdominaux, imprimés aussi en partie molle, qui permettraient aux internes de différentes spécialités, l'orthopédie, l'urologie, la chirurgie viscérale, et bien s'entraîner. Et ainsi, on pourrait très bien faire des séances de simulation pour les internes et pouvoir être évalués là-dessus. Et on respecterait l'aphorisme actuellement qui est très prôné par la Haute Autorité de Santé de jamais la première fois sur le patient. Pour conclure, donc, je voudrais donc vous remercier, tous les membres de l'Académie de chirurgie ainsi que les sociétés partenaires à cette journée de recherche pour avoir permis de présenter ce projet. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Rodolphe, très intéressant. Alors, artisanal, oui, mais très malin. Le workflow que vous avez mis en place, c'est-à-dire le process de création en partant de logiciels qui sont d'accès libre ou peu onéreux pour arriver à ce résultat est très intéressant. Comprends que c'est plus… Il y a deux façons de le voir, mais là, ça ne va pas être quelque chose qui va pouvoir être utilisé a priori avant l'intervention, à moins de se concentrer sur la pièce opératoire en elle-même, mais pas forcément toute la voie d'abord. Imprimer un acétabulum en 3D avant une intervention, spécifiquement aux patients qu'on va opérer, ça peut avoir une importance capitale, puisque effectivement, la mentalisation 3D de cette anatomie peut être complexe. Et ensuite, d'un point de vue pédagogique, tout à fait, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Mais vous le verrez, je ne pense pas que là, vous puissiez intégralement l'utiliser avant l'intervention. On est bien d'accord. C'est ça. À moins d'avoir juste l'os, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais essayé de faire une petite maquette. Ça, en 48 heures, je peux arriver à en faire une. J'avais mis un peu de peinture. Ça, ce serait faisable. Par contre, faire toute la voie d'abord avec le tissu mou autour, ça, c'est assez compliqué. Donc, effectivement, c'est un peu entre les deux. Une petite maquette en 3D avant l'intervention, ça, ce serait faisable pour aider. Mais la maquette à taille réelle, effectivement, avant l'intervention, je pense que non. C'était plutôt un simulateur pédagogique pour aux internes. Oui, il faut distinguer le modèle pédagogique tel que vous l'avez développé et qui pourrait d'ailleurs être étendu au fur et à mesure que vous recevez d'autres patients à d'autres types de fractures, parce que l'analyse de la fracture elle-même fait partie de la pédagogie du traitement des fractures du cotyle, c'est tellement compliqué. Donc, distinguer cet aspect-là de la création d'un modèle par patient, comme ça a déjà été fait d'ailleurs, pour préparer l'intervention pour chaque patient, sachant que ce sont rarement des interventions dans l'urgence. En effet, on a un peu de temps pour préparer un modèle si c'est possible. Madame Bons, Corinne Bons qui… Oui, bonjour. J'avais juste une question. Est-ce que c'est du one-shot ou c'est réutilisable? Alors justement, merci pour votre question. Tout à fait, c'est réutilisable. C'est pour ça que j'avais fait les trous qui étaient préformés pour enlever la plaque et la replacer. Donc on pourrait très bien imaginer évaluer des internes en disant vas-y, fais sur la maquette, positionne les plaques, par où tu commences, quelle voie d'abord. Effectivement, elle est réutilisable. C'est ce que je voulais surtout. Voilà, donc c'est pour ça que les trous sont déjà prêts dans les fractures pour mettre les plaques. Donc ça fait un petit peu jouet plutôt que de vraiment percer, mais c'est réutilisable, tout à fait. C'est ça, pour que ce ne soit pas onéreux non plus. Le docteur Hull souhaite prendre la parole pour une question ou un commentaire. Oui, bonjour. Je voulais féliciter Rodolphe pour ce travail et signaler une chose importante, c'est qu'on est capable maintenant d'imprimer en une seule fois toutes ces différentes parties avec des consistances différentes. Donc, leur travail artisanal très long qu'a présenté Rodolphe peut être réalisé avec une imprimante évidemment très chère,
Mais dans l'avenir, en quelques heures, je pense qu'on pourra imprimer ce genre de modèle. Donc, c'est pas peut-être avant l'opération, mais ça étend énormément les possibilités, ce que vient de montrer Rodolphe. Pour l'instant, c'est un peu artisanal, mais ça peut être rendu automatique. On imprime en une seule fois la totalité du modèle, y compris la peau qui est molle, etc. Merci Rodolphe et bravo. Bonjour monsieur, merci. Merci monsieur. Merci beaucoup.